Donc j'ai le plaisir d'introduire Jonathan Goldman, qui est professeur titulaire de musicologie à l'Université de Montréal. Jonathan Goldman est connu notamment comme un spécialiste de Boulez, même si son travail ne se réduit pas à Boulez. Il a publié un ouvrage chez Cambridge University Press que j'ai d'ailleurs mentionné ce matin dans ma brève introduction. Il a édité, on l'a rappelé, il a participé à l'édition des cours au Collège de France, et son discours aujourd'hui justement va porter sur ces textes de Boulez et le discours qui y est tenu sur la création musicale autour de 1980. Merci. Merci Nicolas, et merci Pierre-Michel et Nicolas pour l'organisation de ce bel événement. Commençons par un constat. Pierre Boulez a étonnamment peu écrit et parlé des compositeurs actifs au cours de sa propre période d'activité, et en particulier à l'époque où il enseignait au Collège de France. Cela nous laisse une impression singulière. Ce compositeur éminemment théoricien n'a que peu précisé comment il intégrait les compositeurs de son temps dans sa cosmologie musicale, de la même manière qu'il avait assimilé Webern, Schoenberg ou Debussy dans un récit historico-théorique cohérent. Sur le plan de la programmation de concerts et de disques, le portrait est semblable. Même s'il a soutenu aux concerts et aux disques des compositeurs tels que Hugues Dufour, Marc-André Dalbavie ou Tristan Muraille, et plus tard Olga Neuwirth ou Bruno Mantovani, sa programmation a néanmoins fortement penché du côté des héros du modernisme de l'avant-guerre, comme le souligne une question quelque peu impertinente posée par Jean Vermeil et publiée dans son livre d'entretien de 1989. Donc Vermeil pose la question, je cite, « En consultant les programmes de l'ensemble intercontemporain, on découvre avec surprise la grosse prédominance des morts sur les vivants, avec une écrasante présence de Stravinsky. Il y a vos contemporains, au sens chronologique du terme, Berio, Ligeti, Stockhausen, et Messiaen un petit peu. Des jeunes dirigés par vous, quasiment pas. » Fin de citation. Question qui reçoit une réponse sur la défensive, qui, au dire de Vermeil, et je cite, « nous a élevés jusqu'à l'empoignade passionnée, presque passionnelle. » Fin de citation. En parcourant les écrits issus des cours que Boulez a donnés au Collège de France, on pourrait s'attendre à apprendre enfin comment Boulez conceptualisait la musique de son temps. Cependant, la version écrite des conférences du collège, colligée dans les leçons de musique, ne laisse que peu de traces du regard de Boulez sur la musique récente. Il y est énormément question de Schoenberg, Webern, Debussy ou Bartók et les autres anciens, très rarement de Stockhausen ou Berio, et jamais question de compositeurs nés après 1945. Quant aux références à des œuvres composées après 1960, elles se limitent en tout et pour tout à 8 allusions que j'ai pu trouver, que vous voyez ici, dont la longueur n'excède jamais une seule phrase. Elles portent sur les œuvres suivantes, comme vous voyez, Luciano Berio, Circles, comme Eddie a mentionné il y a un instant, John Cage, Atlas Eclipticalis, 2 œuvres d'Elliott Carter, 3 œuvres de Stockhausen, et à cela s'ajoutent des allusions à Ligeti, Nancaro et Xenakis sans mentionner des titres d'œuvres associés à ces noms. C'est peu. Certes, on peut trouver quelques brefs textes de circonstances à propos de compositeurs tels que Stockhausen ou Elliott Carter dans le recueil « Regards sur autrui », contemporain des cours du collège, mais comme ces textes s'adressaient au grand public, théorisation et analyse y sont notablement absents. Néanmoins, on peut parfois deviner l'identité de compositeurs qu'évoque Boulez dans les leçons de musique de façon oblique. Dans un article antérieur que j'ai publié, j'ai discuté une référence à l'école spectrale et à son défenseur le plus connu, le compositeur Gérard Griset, au sein d'une leçon au collège de 1987.
Boulez y décrit la démarche de compositeurs qui adjoignent, je cite, des considérations d'ordre acoustique pour, à l'exemple de Rameau, donner une justification à la fois physique et naturelle à son discours, et pour être en phase avec les usages les plus récents, on y ajoute des sons inharmoniques et l'analyse des spectres. Fin de citation. Son jugement est sans appel, et je cite, « Tout cela donne des œuvres, certes, mais les systèmes demeurent bien précaires, et l'on remarque qu'au-delà d'une rencontre limitée dans le temps, le système en question n'arrive pas à nourrir l'invention qui s'épuise dans un cercle de possibilités trop restreintes. » Fin de citation. Sa réticence est évidente. Être en phase avec les usages les plus récents revient à vouloir être à la mode à tout prix. Lorsqu'il dit « tout cela donne des œuvres, certes », on devine qu'il ne s'agit pas, selon lui, de chef-d'œuvre. Dans un autre passage du cours de la même année, Boulez décrit une démarche plus enrichissante, à mon sens, que la simple utilisation de proportions acoustiques, donc du procédé bien connu des spectraux. Il écrit « Avec ces dernières, on éprouve souvent des désillusions. Ce que l'on reproduit n'est certainement pas ce phénomène lui-même, mais un rapport abstrait qui laisse de côté les fluctuances de ses composantes les unes par rapport aux autres. Dans le cas les plus rudimentaires, on aboutit à des accords de septième ou de neuvième de dominante qui, même incomplets, entraînent des connotations stylistiques très fortes, dévient l'attention vers la notion de style et l'adéquation de ce style aux fonctions harmoniques qui gouvernent l'œuvre. Même si le nom de Gérard Griset ne figure pas dans l'index des leçons de musique, on devine, ou plus, on comprend que Boulez se positionne contre Griset et la musique spectrale dans ce passage, une tendance esthétique au sommet de sa gloire en 1987, qui inscrivait explicitement en faux contre le sérialisme auquel le nom de Boulez restait inextricablement lié. Cette allusion aux accords de septième et de neuvième rappelle immanquablement le célèbre début de partiel de Gérard Griset, œuvre de 1975, où on voit l'accord du début, qui est bien davantage qu'un accord de septième ou de neuvième de dominante, mais c'est quelque peu réducteur sans doute. Mais ce jugement sévère étonne d'autant plus qu'à la même époque, Boulez a dirigé les modulations de Griset, pièce sœur de partiel, au moins 4 fois à partir de 1979. Pour avoir accès à la manière dont Boulez voyait les compositeurs actifs à l'époque du Collège de France, il faut donc lire entre les lignes, comme Eddy lui-même vient de nous dire. Enrichir la lecture de ses cours au collège d'autres documents contemporains de cette période lorsqu'ils sont disponibles. Dans cette communication, je me pencherai sur une page manuscrite de Boulez, trouvée dans les archives Boulez de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, un fonds établi par les soins de Jean-Jacques Natier et Sophie Gallès. Cette page contient des références à plusieurs compositeurs, pour la plupart ses contemporains ou plus jeunes que lui. Examiner ce manuscrit me permettra de comprendre l'attitude de Boulez envers ses contemporains, en confrontant les illustrations musicales se trouvant sur le manuscrit avec la présentation de concepts clés issus des leçons de musique. L'étude de la manière dont Boulez tente de conceptualiser ses compositeurs éclaire, j'espère, la manière dont il a pensé la musique de son temps en pratique, et pas seulement celle du moment moderniste de l'entre-deux-guerres dont il s'est largement préoccupé dans ses écrits. J'ai déjà dit que les textes issus de ses cours au collège donnaient l'impression que Boulez n'a que très peu parlé des compositeurs de son temps. Il faut néanmoins interpréter ces textes avec prudence et surtout comprendre la manière dont ils ont été établis, que Jean-Jacques nous a déjà résumé admirablement il y a quelques minutes. Donc il ne préparait pas un cours écrit pour chaque leçon, mais plutôt un long texte d'environ 20 à 30 pages et qu'il improvisait de leçon en leçon à partir de ce texte pour chaque année. Parmi les notes préparatoires pour les cours de 1980 et 81, années qui se déroulaient sous le signe du thème
automatisme et décision, se trouve donc une feuille où Boulez a inscrit le titre Hasard et détermination, on le voit en haut. Il y énumère des œuvres qui exhibent telle ou telle caractéristique selon leur part de hasard intégrée dans l'œuvre. Ce manuscrit a ensuite été dactylographié, sans doute par la secrétaire de Boulez de l'époque, Astrid Schirmer, mais comme le tapuscrit ne reproduit pas tous les noms qui figurent sur le manuscrit, je me fierai plutôt dans ce qui suit à la feuille écrite de cette écriture minuscule qui était celle de Pierre Boulez que nous connaissons tous ici présents, ou presque. Même si le titre du croquis annonce hasard et détermination, et non pas le titre du thème de l'année, automatisme et décision, il relève vraisemblablement de cette année, car Boulez emploie l'expression la détermination et le hasard et le met en italique dans le tout premier paragraphe de son texte pour le collège. Et il commence un autre paragraphe par hasard et détermination dans ce texte. Parmi les œuvres nommées sur le croquis, on trouve non seulement le Music of Changes de John Cage, ou le Klavierstück 11 de Stockhausen et Mobile d'Henri Pousseur, mais aussi une œuvre aussi récente que Time and Motion Study 2 de Brian Ferneyhough, créée en 1977. Pensant à des œuvres qui font preuve d'un degré d'intermination par rapport à la hauteur ou au timbre, Boulez cite certes un classique comme Ionisation de Varèse, une œuvre largement discutée dans le cours au collège, mais aussi deux œuvres des années 70 de Heinz Holliger, en plus de Circles de Luciano Berio. En parlant de partition graphique, il cite non seulement l'attendu Earl Brown, mais aussi Silvano Bussotti et même Paul Mefano, dont les périples A1 pour saxophone solo datent de 1978, à peine 2 ans avant la conférence. Sur cette liste figurent bon nombre de compositeurs nettement plus jeunes que ceux auxquels il est fait allusion dans les leçons de musique. 15 des 18 œuvres mentionnées sont postérieures à 1960. Mais faisons un pas en arrière et demandons-nous d'où vient ce croquis. Un examen plus attentif montre qu'il s'agit en fait de deux versions du même schéma. Le brouillon se trouve en haut de la page et une sorte de mise au net en bas. Boulez procède en haut de la page par une sorte de brainstorming des sous-thématiques du thème du hasard et de la détermination, fournissant des noms de compositeurs et des œuvres qui illustrent chaque sous-catégorie. Par exemple, dans la forme, la structure, ou le timbre, la hauteur, etc. Dans la mise au net, il réduit cette liste à 4 catégories qu'il numérote en chiffres romains. Vous avez donc 1, le jeu des variables, 2, objet créé, objet trouvé, 3, notation d'action et de résultats, 4, la chance et la forme, etc. Or, une lecture attentive du texte de automatisme et décision, d'une 30aine de pages, confirme qu'il suit un parcours qui s'attarde sur chacun de ces 4 thèmes après une courte introduction, les pages 1 à 3 du texte. Il continue avec les thèmes 1 à 4, mais en inversant l'ordre du deuxième et troisième terme. Donc nous avons thématique 1 entre les pages 4 et 8, thématique 3, pages 9 à 13, thématique 2, pages 13 à 19, et ensuite thématique 4 pour la 19 jusqu'à la fin de l'article. Comme chaque volet 1, 2, 3, 4 est accompagné de noms d'œuvres sur le croquis, qui semble bien illustrer le propos, la possibilité s'offre à nous d'ajouter des illustrations musicales au propos de Boulez dans les leçons de musique, comme un Champollion contemporain. J'y reviendrai. Mais le croquis pourrait bien avoir une toute autre provenance. Donc théorie 2, il porte après tout le titre « Hasard et détermination ». Et ce titre était justement celui d'une série d'ateliers-concerts animés par Boulez qui ont eu lieu entre le 21 et 24 juin 1982 au Centre Pompidou par l'Ensemble intercontemporain.
un court texte qui a servi de note de présentation pour ses ateliers et ses concerts, a d'ailleurs été publié dans Regard sur autrui, comme on voit ici, Hasard et détermination, où Boulez, en 2 pages, discute entre autres Ionisation de Varèse et Circles de Berriot, 2 œuvres qui figurent sur le croquis et qui sont mentionnées explicitement dans le cours Automatisme et décision du collège. Voici le programme de ces ateliers, et comme le programme indique, les 4 ateliers explorent justement les 4 thèmes inscrits sur la maisonnette du croquis, le jeu des variables, objet trouvé, objet créé, ainsi que les 2 autres, et proposent des œuvres très proches de celles inscrites sur la maisonnette. Plusieurs modifications ont été effectuées par rapport aux œuvres énumérées sur le croquis. Une œuvre de Charles Ives, remplacée par une autre du même auteur. Au lieu de Maulwerk de Dieter Schnebel, on propose son Fürstimmen Missa Est pour chœur. Au lieu du trio à cordes de Busotti, les 7 folies. Au lieu de Mobile de Pousseur, la Klavierstück 11 de Stockhausen. Mais ces changements s'expliquent sans doute par des accommodements faits pour des interprètes ou pour cadrer avec la logistique des concerts. Une œuvre chorale de Schnebel plutôt que le Maulwerk pour effectif plus réduit, puisque la Schola Cantorum de Stuttgart allait être présente. Le Klavierstück 11 plutôt que Mobile de Pousseur, parce que Mobile est pour 2 pianos, Klavierstück 11 pour 1 piano, et le récital mettait en valeur un seul pianiste, mais pas le moindre, Herbert Henck, etc. Le croquis est-il donc une note préparatoire de ce qui est devenu le texte Automatisme et décision, ou bien est-il le précurseur de la série de concerts et ateliers de 1982? Ou encore, en pleine rédaction de ses notes de cours au collège, Boulez commençait-il à réfléchir sur une série de concerts qu'il allait donner sur un thème presque identique prévu pour l'année suivante? Ou était-ce encore une réflexion née pendant l'acte d'écrire, comme ce fut apparemment le cas? Voici un bel exemple, et qui rejoint votre question, Pierre-Michel, par rapport aux ratures, où cette note marginale que Boulez inscrit dans le manuscrit d'un cours du Collège de France, et c'est certainement une pensée née pendant l'acte d'écrire. Il écrit création artificielle de la spontanéité par des moyens ambigus, Stockhausen Momente, sans que cette pensée trouve finalement sa place dans l'essai qui était publié. Impossible de savoir donc quel était le rapport entre donc le croquis, le texte, le cours du Collège de France et l'atelier de l'ensemble intercontemporain. Et la note pourrait bien incarner toutes ces options en même temps. Le croquis offre ainsi une vue sur la façon dont Boulez étend sa pensée aux diverses plateformes à la fois. Les auditeurs de la série d'ateliers de 1982 entendaient effectivement et probablement à leur insu des illustrations sonores des concepts explorés dans les leçons du Collège de France de l'année précédente. Afin de montrer comment les œuvres mentionnées sur le croquis, et souvent donc jouées aux ateliers de 1982, illustrent des concepts élaborés dans les cours au collège, je propose de prendre l'exemple d'une des catégories inscrites sur la note, l'opposition entre objet trouvé et objet créé, et je suis très content que Eddie Campbell a mentionné cette opposition dans sa conférence. Cette catégorie survient donc 2 fois sur la feuille. Donc, objet trouvé, objet créé. Il survient sur le brouillon et sur la misonnette, avec des œuvres illustratives un peu différentes. Voici la notation sur le croquis et sur la misonnette. Or, comment Boulez définit-il l'objet trouvé et l'objet créé dans son cours au Collège de France? Eh bien, il écrit le passage suivant. Pour objet trouvé, il dit « L'emploi de l'objet trouvé nous amène à utiliser dans un but musicalement défini des objets qui n'ont pas été construits dans ce but et qui sont détournés de leur fonction première. » Fin de citation.
Ensuite, pour objet créé, il dit que, je cite, « L'objet créé est au contraire un objet qui ne pourrait exister en dehors de la hiérarchie musicale, qui lui doit sa fonction, ses caractéristiques. Il est créé pour produire un univers circonscrit. Ses possibilités sauvages sont ignorées, volontairement restreintes. Il doit s'utiliser en fonction de règles établies qui définissent sa construction, son mode d'emploi. » Fin de citation. Même si, dans cette citation, Boulez affirmait que beaucoup d'œuvres récentes manifestent ces caractéristiques, il n'en mentionne aucune dans les leçons de musique. Quand vient le moment d'illustrer le principe de l'objet trouvé, il puise dans le répertoire moderniste d'avant-guerre, en citant la musique pour percussion, célesta et cordes de Bartók, ainsi que les quatuors à cordes de celui-ci, où il considère le fameux pizzicato Bartók comme un phénomène accidentel de l'instrument qui sert chez le compositeur hongrois, de par sa double appartenance au son et au bruit, à nous, et je cite, « signaler des points remarquables de la structure ». Fin de citation. Néanmoins, malgré l'exemple d'une œuvre consacrée comme celle de Bartók, Boulez, dans son texte, montre une préférence assumée pour l'objet créé aux dépens de l'objet trouvé, lorsqu'il est question d'œuvres contemporaines. Il écrit ceci, lorsqu'on a éprouvé les limites de l'objet trouvé par rapport à la création d'un langage, on ressent le besoin d'organiser les possibilités de l'objet dans ce qu'on pourra vraiment appeler un instrument. Fin de citation. Même si on pourrait avoir un doute sur ce que Boulez veut dire par instrument dans cette citation, on comprend qu'il est du côté de la création d'un langage, alors pas celui de l'objet trouvé, qui semble, selon lui, buter contre les limites par rapport à la création d'un langage. Plus loin, Boulez calque une autre paire d'oppositions sur celle de l'objet trouvé, l'objet créé, en proposant le centre versus la périphérie de l'instrument. La périphérie étant de toute évidence l'emploi de sons insolites via ce qu'on appelle couramment les extended techniques et les techniques insolites de jeu d'un instrument. Ces sons inusités sont du côté de l'objet trouvé, alors que les sons conventionnels sont du côté de l'objet créé. Boulez continue en affirmant que, et je cite, « beaucoup d'œuvres récentes ont manifesté le désir d'organiser la dualité centre-périphérie selon un véritable projet de composition. » Fin de citation, toujours sans nous dire lesquels. Son jugement mitigé sur des œuvres qui se servent de ces sons périphériques, produits par des techniques inusitées, apparaît lorsqu'il écrit que les accidents périphériques, en plus d'être sinon inclassables, du moins portés vers l'anarchie, présentent des difficultés de production ou de reproduction exacte, pour peu qu'ils présentent des particularités intéressantes et complexes. Ou alors, ces accidents sont de type trivial et supportent très mal la répétition, car leur potentiel s'épuise vite et surtout risque d'apparaître excessivement anecdotique. Donc, doute profond sur cette avenue de recherche, mais sans que l'on sache qui est visé. Pour élucider l'opposition entre l'objet trouvé et l'objet créé comme vecteur de la composition récente, il convient de consulter donc la liste des œuvres inscrites sur le croquis. Comment comprendre ces œuvres comme illustrant un ou l'autre des versants de l'opposition entre objet créé et trouvé? La plupart des œuvres semblent se ranger du côté de l'objet trouvé et pas de l'objet créé. Boulez ajoute par ailleurs une phrase entre parenthèses qui précise « déterminisme minutieux dans l'organisation d'objets indéterminés ». Ça, c'est sur le croquis. Les objets indéterminés sont donc divers objets trouvés servant de matière sonore d'œuvres entièrement notées. On saisit d'office la présence du nom de Mauricio Kagel dans ce contexte. Exotica, cette œuvre de 1972, œuvre fameuse et troublante où Kagel invitait des musiciens occidentaux à pratiquer des instruments issus de traditions orales extra-européennes, serait un exemple parfait de l'emploi de l'objet trouvé. On voit la partition de Exotica à gauche. L'autre exemple de l'objet trouvé,
qu'on trouve sur le croquis relèvent, comme Kagel, du théâtre musical, étant les Maulwerke de Dieter Schnebel, œuvre composée entre 1968 et 1974, qui mettent en scène la bouche et sa capacité à émettre des sons autres que ceux associés au chant classique. Nous sommes donc en plein objet trouvé, en pleine périphérie de l'instrument, selon les termes de Boulez. Or, étant donné que Kagel et Schnebel sont les deux figures de proue du théâtre musical dans la musique contemporaine des années 60 et 70, ce sont probablement eux qui sont visés par un propos se trouvant dans Automatisme et décision, où il est question de théâtre musical. Boulez écrit « Il est notoire que ce sont avant tout des œuvres destinées au théâtre qui se sont préoccupées de ce problème d'intégration ou de désintégration, que ce soit d'ailleurs pour un théâtre imaginaire ou pour un théâtre réel. Elles donnent l'impression d'une motivation extra-musicale qui serait seule à même de justifier pareil écartèlement du langage par rapport à ses normes actuelles propres. » Je dis écartèlement et non pas élargissement, car que l'on use du hasard ou de la détermination pour ces confrontations stylistiques, elles ne donnent jamais, à mon sens, l'impression d'unité ou seulement de cohérence. Il y a des points de rupture entre les différents profils stylistiques. En somme, objet trouvé, technique instrumentale étendue et théâtre musical sont tous visés comme dimensions qui nuisent à la construction d'un langage cohérent, favorisant au contraire son écartèlement. Autre compositeur inscrit du côté de l'objet trouvé, Vinko Globokar et son œuvre Étude 2 pour Folklora, pour orchestre, une œuvre de 1968, une œuvre qui n'a finalement pas été retenue pour les ateliers, mais que Boulez connaissait bien pour l'avoir dirigée dans un concert avec l'orchestre de la BBC à Bruxelles en 1975. Cette œuvre fait appel à des instruments balkaniques comme le tambour tapan et la pipe croate dvojnice. C'est apparemment l'emploi d'éléments folkloriques qui semble expliquer pourquoi cette œuvre est mobilisée pour illustrer le concept d'objet trouvé. Enfin, toujours à propos de l'opposition entre objet trouvé et objet créé, un autre compositeur évoqué sur le croquis surgit sur le brouillon du haut de la page et ne reste pas dans la mise au net. Il s'agit de Heinz Holliger. Par le biais de son quatuor à cordes de 1973, ainsi que son œuvre pour chœur Psalm de 1971. Boulez avait déjà dirigé la musique du jeune Holliger en 1964 au domaine musical, juste après que celui-ci avait étudié avec Boulez à Bâle. Difficile d'imaginer donc que Boulez désapprouverait complètement de la démarche d'un musicien qu'il a distingué et encouragé. Mais le quatuor est notable pour son emploi de bruit produit justement par technique étendue, et les deux œuvres ont recours à des partitions en partie graphiques, comme vous voyez sur la diapo. Les adeptes des techniques étendues arrivent-ils à intégrer ces sons dans un langage hiérarchisé? On se demande qui est visé par le commentaire suivant qui apparaît dans un texte publié, qui apparaît dans Automatisme et décision. Boulez dit, plus on va, pour ainsi dire, du centre vers la périphérie de l'instrument, plus on est obligé de se méfier de l'autonomie des accidents, de l'intégration superficielle du néant anecdotique. Rien n'est plus destructeur de l'invention elle-même que ce qu'il faut appeler des effets, car ils deviennent facilement un alibi derrière lesquels on ne découvre que trop vite l'indigence des structures et leur manque de définition organique. De fait, il n'y a souvent que des schémas d'organisation où la relation est inexistante entre ce qu'on organise et la façon dont on l'organise. Ce sont des schémas appliqués sur des événements sonores ou des schémas remplis, je dirais volontiers farcis, d'événements sonores. Le même schéma pourrait s'appliquer indifféremment à d'autres objets, car il n'y a pas de relation spécifique d'engendrement, il n'y a pas de fonction, mais un arrangement. Même si Holliger n'est pas visé par ces mots incisifs, et je n'en ai en tout cas aucune preuve, l'avis de Boulez sur ceux de ses contemporains qui occupaient la périphérie de l'instrument, et peut-être donc aussi la fameuse musique concrète instrumentale d'un Helmut Lachenmann, déjà évoqué par Eddie, a le mérite dans ce passage d'être clair.
Bien sûr, je n'ai regardé qu'une seule des 4 catégories de hasard et détermination que Boulez a inscrites sur sa feuille. Pourrait-on vraiment inférer qu'il n'approuve la démarche d'aucun compositeur figurant sur cette page? Certainement pas, d'autant plus que les concepts de Boulez prennent souvent la forme d'un couple d'opposition, comme objet trouvé, objet créé. Certaines œuvres illustreraient sans doute le côté plus fréquentable de l'opposition, comme l'objet créé en l'occurrence. Mais il reste que Boulez va jusqu'à programmer des œuvres aux ateliers sur le hasard et la détermination, même lorsqu'il semble avoir des différends esthétiques avec elles. Comme Boulez l'a affirmé en entretien toujours avec Jean Vermeil, je cite, « Si je faisais davantage de concerts avec l'ensemble intercontemporain, je présenterais aussi plus de documents, y compris ceux qui m'intéressent plus ou moins. Donc il ne faut pas prendre le fait que je joue une œuvre pour une consécration. » Fin de citation. Ce mot de document est capital pour Boulez. Boulez programme des œuvres contemporaines à titre de document, d'illustration de sa lecture de l'histoire de la musique, alors que l'absence relative de noms propres dans les cours du collège pourrait suggérer un désir de minimiser l'apport de certains de ses contemporains. La présence de leur nom sur le programme de la série des ateliers, comme le nom par exemple de Kagel qui y figure, témoigne au contraire d'un esprit de tolérance et d'ouverture. Boulez n'approuvait peut-être pas l'emploi de l'objet trouvé chez Kagel ou Schnebel, ni de l'emploi chez Cage de la chance, comme il dit pour le mot hasard, dans la 4e catégorie de l'atelier, ni encore des partitions graphiques d'Earl Brown. Il les trouve tous suffisamment significatifs, historiquement parlant, pour les inclure dans les programmes de ses concerts. Il reste que les œuvres de Boulez, les œuvres de l'atelier servent d'illustration de concepts énoncés dans les cours du Collège de France, et les conférences sous le thème d'automatisme et décision de 1981 servent de préambule théorique pour l'exercice pratique des concerts de l'année suivante. Merci.